J'avais une question qui relève des auditions que vous n'avez pas pu entendre, mais que nous avons eues en début d'après-midi, qui était justement, nous évoquions une surpopulation carcérale de personnes atteintes de troubles mentaux. Et ma question était de savoir, me tourner vers les jeunes magistrats que vous êtes, pour savoir si effectivement vous constatiez en audience ce genre de choses, quelles sont vos possibilités? C'est-à-dire, êtes-vous obligé de recourir à une sanction? Pouvez-vous interpeller, je ne sais pas, quelque chose autour de la santé ou de l'évaluation avant de prendre une peine? Quelles sont vos possibilités? Ou vous arrive-t-il d'envoyer, enfin de préconiser une prison dont vous savez qu'elle est à côté d'un établissement psychiatrique, etc. Voilà. Alors, le problème, c'est que sur le lieu d'incarcération, à part quand on est en détention provisoire, après en exécution de peine, les magistrats ont quand même une marge de manœuvre qui est extrêmement limitée. On le constate effectivement. La difficulté, c'est que quand on pense qu'une personne est atteinte de troubles mentaux, que ce soit au stade de l'instruction ou au stade du jugement, on ordonne des expertises psychiatriques. La réalité aussi, c'est que on voit très rarement des experts qui se positionnent dans le sens d'une abolition. Donc à partir du moment où on a des expertises nous disant qu'il y a une altération, on en tient compte, mais de fait, ça signifie que la personne est accessible à une sanction pénale. Donc, en gros, les psychiatres envoient la balle vers la justice et on se retrouve avec finalement très peu de moyens. C'est extrêmement rare, je l'ai vu très rarement, mais que des juges estiment qu'on n'est pas sur une altération telle que le psychiatre le préconise, mais face à une abolition. C'est vrai que souvent, quand un psychiatre nous délivre son expertise, les juges s'y conforment et passent pas outre en disant non, la place de cette personne, c'est pas en détention, c'est en établissement psychiatrique. Donc finalement, on a beaucoup de personnes effectivement qui restent là et qui relèveraient plutôt de soins. Après, sur la prise en charge de ces personnes en établissement pénitentiaire, il y a effectivement une grosse difficulté. Euh, mais de ce point de vue-là, les magistrats n'ont pas vraiment de pouvoir pour orienter, puisqu'en plus, les établissements avec des soins ou avec des hôpitaux à côté, c'est, enfin, à ma connaissance, enfin, il y a Fresnes, mais il n'y a pas grand-chose d'autre finalement. Il y a aussi une différence qui est faite en fonction des régions, tout simplement, puisque effectivement la question va être, je ne reviens pas sur ce qu'a dit ma collègue au niveau des magistrats et des juridictions, la question va se poser au niveau de l'exécution de la peine. Dans certaines régions, il se trouve qu'il y a des hôpitaux qui sont pas loin et qui sont encore coopératifs à l'égard de la justice et du pénitentiaire et qui acceptent, dans la mesure des places disponibles, les hospitalisations d'office dans ce cadre-là, et les personnes exécutent leur peine non pas dans le cadre de détention, mais dans le cadre de l'hospitalisation d'office. Euh, donc, mais tout ça dépend en fait des structures, tout simplement. Ça existe un peu plus en province qu'en région parisienne, parce qu'en région parisienne, tout le monde est surchargé. Euh, et ça dépend véritablement des infrastructures qui existent. Voilà. C'est une possibilité, mais voilà. Vous avez dit, Monsieur Guillain, que vous êtes juge d'application des peines à Ajaccio. Je n'arrive pas à me souvenir si Casabianda dépend d'Ajaccio ou de Bastia, mais est-ce que vous pensez, oui, mais la question peut s'adresser aux deux, bien évidemment, est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour un deuxième Casabianda ou pour des établissements très spécialisés en fonction de types de délinquance très spécifiques, comme les Casabianda, qui est réservé, vous me corrigerez si je me trompe, à des délinquants sexuels qui ont commis des délits ou des crimes intrafamiliaux? Bon. Je souris parce que je m'attendais à la question. Alors, il se trouve que Casabiande n'est pas dans mon ressort, mais Casabiande est dans le ressort de mon voisin de Haute-Corse, et à ce titre-là, je vais à Casabiande pour le tribunal d'application des peines, qui concerne quasiment toutes les personnes qui sont détenues à Casabiande. Alors, je n'ai pas une grande expertise de Casabiande, je lui ai donc demandé quelques renseignements plus précis de l'impression que j'en avais. Euh, Aujourd'hui, Casabiande n'est pas rempli. Il y a eu encore, alors c'était dans la presse quotidienne régionale, pour pas citer de titre, même si Corse Matin, c'est l'évidence. Euh, Dans le dernier article de Corse Matin, donc, qui a été publié lundi ou mardi, je ne sais plus, il précisait qu'effectivement, Casabiande aujourd'hui n'est pas à plein. Ils sont à peu près à 150 condamnés sur 190 places, quelque chose comme ça, parce qu'ils ont du mal à recruter, tout simplement, puisque il faut
quasi une lettre de motivation du détenu pour se retrouver à Casabianda. Il faut être capable de travailler, puisque tout est organisé sur les activités qui sont proposées à Casabianda. Sur le principe, ce type d'établissement est un bon établissement. Il n'y a quasiment pas d'agression à l'égard des surveillants. Il n'y en a quasiment pas à l'égard des co-détenus. C'est une prison ouverte, il n'y a pas de suicide. Enfin, c'est une prison ouverte où les gens sont libres à l'intérieur de l'enceinte. Il y a des appels qui sont faits régulièrement. Dès lors que les personnes se présentent, c'est que les choses se passent bien. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'évasion non plus. Là, je m'avance peut-être, mais j'en ai pas eu connaissance. Donc, je pense que c'est un type d'établissement qui est très intéressant. Il est en Corse, il est isolé en Corse. Il est juste à côté d'une petite ville, mais c'est quand même relativement isolé. On a du mal à recruter à cause du profil qui est demandé, parce qu'effectivement, en règle générale, c'est les personnes condamnées pour agression sexuelle. Aujourd'hui, c'est quand même étendu. Il y a également des gens condamnés plutôt pour des meurtres passionnels. Donc on a un peu élargi les possibilités, mais les difficultés de recrutement tiennent au fait que c'est en Corse et que toutes les personnes qui ont leur vie sur le continent, si elles vont s'exiler en Corse pour l'exécution de leur peine, c'est vrai qu'elles bénéficieront de conditions de détention plus agréables sans doute, mais elles seront encore plus éloignées de leur famille et donc plus isolées. Le type d'établissement... Alors Casabianda, en plus, résulte d'une construction historique un petit peu... lié au hasard. Sans doute que ce type d'établissement mérite d'être développé dans d'autres structures, peut-être avec d'autres profils que simplement les condamnés pour des infractions sexuelles. On le disait tout à l'heure, mais pour les personnes qui sont condamnées pour des petits délits, les CEA pour les conduites sans permis, etc., un lieu qui serait juste des murs où les personnes seraient plus libres à l'intérieur et plus dégagés d'une pression pénitentiaire est largement suffisant pour l'exécution de leur peine. On les empêche de sortir, mais pas de bouger et d'exister. Voilà, enfin, c'est mon avis pour le coup totalement personnel, mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Je ne crois pas qu'il faille un deuxième Casabianda spécialement pour les agresseurs sexuels ou pour les longues peines, mais un type d'établissement comme Casabianda, ouvert, où les personnes peuvent travailler, où les personnes ont des échanges également avec l'extérieur, puisque le résultat de leur travail est l'objet d'un commerce, et Casabianda a des ressources qu'elle se crée elle-même. Donc je pense qu'effectivement, c'est un type d'établissement qui est très intéressant. Maintenant, ces dernières années, on multiplie les types de structures. Voilà, je m'interroge juste là-dessus, c'est qu'on multiplie les types de structures. Il y en a une de temps en temps à chaque coin de la France, mais au final, ça ne fait pas une politique pénitentiaire. Donc il y a une vraie réflexion, une vraie remise à plat à mettre à ce niveau-là. Mais en tout cas, le type d'établissement comme Casabianda est très intéressant, étant précisé quand même que c'est des profils particuliers qui y sont envoyés, donc moins susceptibles de poser problème que d'autres condamnés. Donc il n'y a pas beaucoup d'incidents, mais aussi parce que les personnes sont triées sur le volet, si j'ose dire. J'en ai fini pour ma part avec mes questions. Voulez-vous ajouter quelque chose ? Alors, on n'a pas développé le côté détention provisoire. Je ne sais pas si vous voulez qu'on l'aborde un petit peu. Parce que dans la question que vous nous aviez fait parvenir, dans le questionnaire, vous indiquiez que 25% des détenus sont des détenus provisoires. Moi, je connais un peu, puisque je suis juge d'instruction à Évry, donc c'est un petit peu mon domaine. Alors, je ne vais pas vous rappeler qu'effectivement, la détention provisoire, on est dans le cadre de dossiers d'instruction, donc forcément plus complexe et pour des faits plus graves. La difficulté qui se pose sur le PSE vient aussi au fait que ça ne nous est pas demandé. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis juge d'instruction. J'ai vu passer plus de 100 détenus dans mon cabinet. On m'a fait une seule fois une demande de placement sous surveillance électronique. Alors, il y a d'un côté tout le volet pratique, puisque dans le cadre d'une demande de mise en liberté, avant de faire une demande de mise en liberté en disant je voudrais un placement sous surveillance électronique, il faut une étude de faisabilité. Donc ça suppose aussi que les avocats fassent une demande préalable à la mise en liberté en demandant au juge d'instruction d'ordonner cette faisabilité, cette étude de faisabilité. Le juge d'instruction peut l'accorder ou refuser par ordonnance susceptible d'appel.
Mais le principe de faire une demande de mise en liberté alors qu'il n'y a pas d'étude de faisabilité, c'est totalement vain. Voilà, je vous dis, j'ai eu une seule fois cette demande. Après, je ne suis pas convaincue, alors ça c'est mon avis personnel, que le placement sous surveillance électronique se soit adapté finalement à la phase de l'instruction. Dans l'exécution de la peine, on répond à des objectifs qui sont totalement différents. En matière de détention provisoire, il s'agit de préserver l'enquête, d'éviter des concertations frauduleuses. Moi, j'estime qu'un pointage, même tous les jours ou tous les 2 jours, ça répond aux mêmes conditions finalement qu'un placement sous surveillance électronique, qui est extrêmement lourd et pour lequel on a beaucoup moins de visibilité que sur une exécution de la peine, puisque par définition, la détention provisoire est beaucoup plus susceptible d'évoluer que lorsqu'on est en phase d'exécution de la peine. Donc, moi, j'avais aussi fait un sondage auprès de collègues. À Évry, aucun de mes collègues n'a ordonné cette mesure de placement sous surveillance électronique. C'est-à-dire qu'en fait, on a soit le contrôle judiciaire, soit la détention provisoire, et le cautionnement est aussi pas très souvent ordonné. Plus dans les affaires financières, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir aussi les moyens de faire un cautionnement. Et c'est vrai que la grande partie de notre population n'a de toute façon pas les moyens, enfin pas les moyens officiellement même, on va dire, de faire un cautionnement. Donc moi, je reste quand même sur ce rythme, on va dire, binaire, détention, contrôle judiciaire, avec aussi cette explication, parce que souvent les avocats reprochent au juge d'instruction en disant vous ne voulez pas le ressortir. Les avocats et les gens n'ont pas forcément conscience que pour un juge d'instruction, avoir une personne détenue, c'est un travail énorme par rapport à avoir quelqu'un en liberté. C'est-à-dire que moi, je leur dis aux avocats, franchement, si je le garde en détention, c'est pas pour mon plaisir, parce que c'est tellement plus de travail, une charge de travail qui est conséquente, puis qu'il faut entendre la personne tous les 4 mois, qu'il y a tous les permis de visite, il y a tous les à côté qui ne sont pas vus dans le dossier, les permis de visite, les demandes de téléphone, tout le courrier. On a des masses de courriers absolument énormes qui passent par notre cabinet, qu'on doit lire pour voir s'il n'y a pas des informations qui passent. Donc ça représente une surcharge de travail conséquente. Donc si un juge d'instruction laisse quelqu'un, enfin ne fait pas droit à des demandes de mise en liberté, c'est vraiment pas pour embêter les personnes, c'est vraiment parce qu'il estime qu'il y a une nécessité d'enquête. Donc c'est quand même plus confortable de gérer des dossiers avec des personnes sous contrôle judiciaire. Donc c'était aussi pour souligner ce point de vue-là, parce qu'il y a une espèce de fantasme sur la détention provisoire. Juste 2 mots. Un, pour dire qu'il serait souhaitable d'alléger la gestion, notamment des placements sous surveillance électronique ou de la semi-liberté, pour faire une simple modification d'horaire, même d'une demi-heure dans une journée. Il faut aller chercher l'avis du ministère public avant, il faut ensuite rédiger une décision, il faut ensuite la réaviser au ministère public qui a d'autres choses à faire que de signer 2 fois la même chose, parce qu'en règle générale, il n'aura pas d'avis sur une modification d'horaire. Donc c'est une vraie lourdeur procédurale. Les permissions de sortie également, il y a une vraie question qui se pose, puisqu'elles ne sont possibles que le week-end pour les bracelets électroniques. Les textes généraux n'y sont pas applicables, ce qui est assez logique, puisque la permission de sortie pour la détention, elle est prévue pour se réinsérer et que la personne dispose déjà d'horaires dans la journée. Mais ça peut être une difficulté, et donc on a le choix soit pour pousser la personne à faire demander une permission de sortie le week-end, soit aller carrément dans la suspension de peine, qui est extrêmement lourde parce qu'il faut une levée d'écrou, un nouvel écrou, et c'est extrêmement difficile à gérer. C'est une première chose. Et par rapport à la difficulté que je disais pour les juridictions de prononcer ab initio l'aménagement de peine, je vous ai expliqué effectivement comment on prononçait un aménagement de peine, c'est quand même extrêmement lourd. L'une des possibilités qui était évoquée lors de vos premières auditions, c'est une redéfinition de la terminologie, de faire du placement sous surveillance électronique une peine à part entière, de faire de la semi-liberté une peine à part entière, de permettre des substitutions d'une peine à l'autre, éventuellement, alors ça a fait l'objet d'un grand débat dans notre association, mais prévoir un terme générique, dire qu'un délit est puni d'une peine, par exemple d'écrou, pour reprendre le terme de la pénitentiaire, et que cet écrou peut être exécuté soit sous la forme de l'emprisonnement, soit sous la forme du placement sous surveillance électronique, soit sous la forme de la semi-liberté, ce qui permet d'ailleurs, là aussi, de faire plus facilement l'application des aménagements de peine, puisque la juridiction, ne s'engageant pas vers l'emprisonnement, elle dit qu'il y aura un écrou, et ensuite le juge d'application des peines dira sous quelle forme se fait cet écrou. Si on prend le terme d'écrou, ça peut être n'importe quel autre terme, mais voilà, je pense que, en tout cas, en termes de pédagogie par rapport à l'explication de la peine,
les choses sont plus claires que d'utiliser la peine d'emprisonnement et finalement avoir l'impression d'adoucir la peine en prononçant ensuite un aménagement. Voilà. Il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Ceci étant, quand M. Guillain vous dit que ça fait débat, c'est qu'on n'est pas du tout tous d'accord. Ça a été vraiment, Tout à fait. c'était vraiment le point, quand on en a débattu, qui pose le plus de questions au sein de notre association. Donc il n'y a vraiment pas de position sur ce point-là. Ok, merci beaucoup.